c'est peut-être inédit qu'un préfet intervienne dans une enceinte composée d'éminents praticiens et défenseurs des libertés fondamentales. Ça peut être, alors je ne sais pas si c'est un oxymore de la nature de celui qui ferait de je ne sais qui le disciple de Nadine Morano, ce qui effectivement reste quelque chose de relativement improbable, mais c'est sans doute inhabituel. Et je cherchais en venant une métaphore qui pourrait rendre compte de l'angoisse qui devrait normalement m'étreindre à l'idée de passer pour un répressif borné et buté. Et je n'ai pas trouvé de métaphore de bon goût. De mauvais, j'en ai trouvé, mais pas de bon goût. Donc je ne vous les dirai pas. Bon, après que toutes ces paroles très justes ont été dites, je suis un peu embêté parce que je suis ni en porte-à-faux, bien sûr, avec ce qu'a dit Alain Jakubowicz, mais c'est pas étonnant, nous pensons sensiblement la même chose du sujet, ni non plus, et ça vous surprendra peut-être plus, avec l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel de ce qu'a dit Christophe Bigot. Parce qu'au fond, je crois, c'est un malentendu possible qu'il faut absolument dissiper et avoir présent à l'esprit. Il n'est en aucune manière question, ni dans ces avancées que l'on veut faire sur le terrain du racisme et de l'antisémitisme, ni non plus dans ce qui a été entrepris en termes de lutte antiterroriste et de régulation juridique des activités de renseignement. Je dis bien régulation juridique des activités de renseignement et non pas comme il s'est écrit d'une façon assez irresponsable dans un certain nombre d'organes de presse, je ne sais quel fichage généralisé, basculement dans la société de la surveillance ou autre chose qui relève assurément du roman d'anticipation, mais enfin pas vraiment des intentions politiques du gouvernement français à l'heure où nous vivons des menaces graves et où il y a un certain nombre de réalités à prendre en considération. Bien évidemment, après les attentats de janvier, après Charlie Hebdo, comment pourrait-on avoir l'intention de restreindre en quoi que ce soit les libertés fondamentales? Il ne s'agit pas de les restreindre, il s'agit bel et bien de mieux les protéger, et mieux protéger les citoyens contre la propagation des discours de haine, ça fait, à mon sens, partie, ça peut être discuté évidemment, mais ça fait, à mon sens, partie de la défense des libertés fondamentales. Ça, c'est un premier point sur lequel je voulais être très clair, parce qu'il n'y a pas, à mon sens, de débat, en tout cas de débat sain, entre, d'un côté, les défenseurs des libertés publiques qui auraient le défaut d'être des rêveurs, et de l'autre, des pragmatiques, mais qui auraient le défaut de vouloir s'en prendre via des décisions répressives irréfléchies à ce qui fait le socle de nos libertés fondamentales. Moi, je ne conçois pas ma mission autrement que comme une façon, parmi plusieurs, mais comme une façon de défendre les libertés fondamentales. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que non, bien sûr, sauf à être de très mauvaise foi, on ne peut pas défendre une seule seconde que toutes ces questions graves comme celle de la propagation de la haine, et en particulier de la haine raciste, se résolvent parce qu'on durcirait ou simplifierait, ou les deux d'ailleurs, l'arsenal législatif. Ça, c'est au mieux une facilité politique, je ne devrais pas dire ça, mais je le dis quand même, que de croire qu'une modification de la loi, parce qu'on sait par quel vecteur on va l'obtenir, on sait qu'on peut y arriver, qu'une modification de la loi, disais-je, sera de nature à bouleverser l'ordre des choses comme ça d'un seul coup, d'un seul. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je suis au contraire tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Christophe Bigot. C'est toute une chaîne en réalité de mesures, de décisions, d'actes qui sont pris ou qui ne sont pas pris, qui aujourd'hui rendent compte de mon problème majeur, ce pourquoi il y a une mesure parmi 40 du plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais qui est aussi au milieu d'un axe fort de ce plan, et qui est l'effectivité de la sanction. Voilà. La sanction, elle existe déjà dans la loi, c'est un principe qui est consacré, mais cette sanction, elle n'est pas effective. Je le dis clairement, elle n'est pas effective. Je vous donne un petit aperçu du sujet. On a recensé, enregistré, je crois, quelques 3000 plaintes l'an dernier en France pour tous les faits, toutes les qualifications qui se rapportent au racisme, à l'antisémitisme, au négationnisme, et on a recensé à peu près 400 condamnations. Et c'est un chiffre absolument hyper constant depuis des années et des années.
Or, moi, personnellement, j'ai eu plutôt l'impression que le racisme, l'antisémitisme et le négationnisme, ça avait un peu tendance à progresser. Eh bien, les condamnations pénales ne suivent pas. Voilà au moins un terrain où on peut être sûr que la réponse pénale n'a pas augmenté à due concurrence de ce que tout un chacun dans l'évolution de notre société peut malheureusement apercevoir. Ça, c'est un premier point. Mais cette proportion, 3400, j'imagine que pour des pénalistes, elle ne vous choque pas particulièrement. Moi, il y a un chiffre qui n'est pas public pour le moment, qui ne sortira pas de cette salle. Peut-être pas. Parmi les mesures qui sont décidées, je parlais de l'effectivité de la sanction. Pour que la sanction soit effective, il faut aussi qu'elle soit connue. Si on veut qu'elle ait un effet pédagogique sur les citoyens, à la fois sur les victimes et puis sur les coupables, les auteurs, enfin je dirais sur l'ensemble de la société, il faut publier les chiffres. Vous savez qu'aujourd'hui, pendant longtemps, les chiffres de condamnation pour racisme et antisémitisme n'étaient pas connus. Désormais, elles sont annexées au rapport de la Commission consultative des droits de l'homme. À partir de l'an prochain, elles feront l'objet d'une communication approfondie et détaillée par la chancellerie et la garde des Sceaux l'a demandé, par également les chefs de parquet. Bon, nous allons joindre à ça, et c'est prévu dans le plan, les résultats non encore exploités à ce jour de l'enquête annuelle de victimation qui est conduite par l'Office national de la délinquance et de la réponse pénale. Ce qui va apparaître, c'est que quelque chose comme, on extrapole à partir des réponses positives des enquêtes, quelque chose comme 100 à 150 000 personnes par an se disent avoir été victimes d'un acte ou d'une parole à caractère raciste au cours de l'année qui a précédé l'enquête. Donc, voilà la proportion. Je ne sais pas s'il faut la dire réelle, mais en tout cas, le ressenti de ce qu'est le racisme en France est à ce niveau-là. En pourcentage, ça ne fait pas beaucoup, évidemment. Ça fait quelque chose comme 0,25% de l'échantillon. Mais en nombre de personnes atteintes et en impact social, c'est considérable. Et si on ajoute à cela que, sans être directement confronté, agressé, menacé, tout un chacun est quotidiennement confronté, et plus encore d'ailleurs les publics les plus fragiles, je pense aux enfants, aux adolescents, quotidiennement confrontés à l'explosion des messages de haine, pas seulement racistes d'ailleurs, mais à une espèce de désinhibition de la parole, effectivement sous le couvert de l'anonymat que permettent les réseaux sociaux, est exposé quotidiennement, disais-je, à la libération et la désinhibition de cette haine et des images violentes qui l'accompagnent. Nous avons véritablement un problème de disproportion considérable entre la réponse répressive qui est apportée et l'ampleur du sujet. Et c'est à ça qu'on veut s'attaquer. Et bien évidemment, je suis 100 fois d'accord, ce n'est pas notre débat sur les modifications que l'on pourrait apporter au régime de l'injure raciste, pas seulement raciste d'ailleurs, également homophobe et sexiste, qui aura raison de ce sujet-là. On change plus facilement la loi que les pratiques, on change plus facilement les pratiques que les consciences. Or, au bout du compte, c'est bien sur les consciences qu'il va falloir agir. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas intervenir sur les points qui, dans la loi, posent problème. Alors, je serai très, très humble sur ce qui pose problème, parce que les choses ont été dites de façon extrêmement précise, et moi, je n'ai pas la légitimité technique, je ne suis pas un pénaliste, et encore moins un spécialiste du droit de la presse. Mais je vais quand même dire une chose ou deux. D'abord, il y a des débats où ne se posent pas, ou à mon avis ne sont pas vitaux, sur la sortie du droit de la presse. Par exemple, la spécialité de juridiction. Moi, je suis assez sensible à l'idée que se prononcer sur la nocivité des mots, c'est effectivement pas pas des décisions simples à prendre, et il faut de la pratique, de la profondeur de vue, du recul, je suis d'accord avec ça. Mais en réalité, le choix d'une juridiction ne dépend pas de la loi de 1881. Ça, à ma connaissance, et vous me corrigez si je me trompe, c'est au président du TGI qu'il revient de décider à qui le contentieux est attribué. Donc la 17e chambre à Paris et d'autres juridictions ailleurs pourront tout à fait continuer à exercer. Et je crois important, en effet, que des gens qui ont l'habitude et la pratique de le faire puissent se prononcer sur ce qu'est exactement que
comme vous l'avez appelé, un délit d'expression. Je crois que la question de la comparution immédiate ne se pose pas vraiment non plus, parce que le quantum de peine actuellement prévu, il n'est pas prévu de le relever, étant de 1 an, la comparution immédiate n'est, sauf erreur de ma part, possible qu'en cas de flagrance. Le cas de flagrance n'est vraiment pas le cas général. Et donc, la question se posera peu. Mais à la limite, on peut mettre une réserve si c'est le sujet. Et je pense que la garde à vue n'est pas le sujet non plus, d'abord parce qu'elle est possible dans certains cas, et qu'elle est aujourd'hui de toute façon extrêmement peu pratiquée. Alors après, pour moi, il y a quand même des problèmes qui se posent, ou des arguments que j'ai plus de mal à entendre. Ce que j'ai plus de mal à entendre, par exemple, c'est de dire, notamment, ça c'est un argument qu'on entend pour dire il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre le temps, c'est de dire ce sont des questions subjectives et difficiles. Oui, dans certains cas, oui, dans l'arrêt que vous avez évoqué, que vous avez cité incontestablement, Edgar Morin, il y a matière à se poser question. En dehors de tout débat juridique, moi personnellement, j'aurais répondu différemment. Mais c'est un autre sujet, et bien évidemment, on est dans le domaine de l'opinion, et là, il y a matière à débat, et pas nécessairement à sanction pénale. Disons qu'en tout cas, il y a match. Voilà. Lorsque je relève sur Internet un message, un commentaire Facebook qui dit, sous un article de Bernard-Henri Lévy, « Ce psychopathe, il faut l'envoyer dans un four crématoire », je veux bien tout ce qu'on veut, mais je ne crois pas que ce soit d'une très très grande difficulté d'interprétation. Et en réalité, dans l'énorme majorité des cas, c'est ça. Il y a autre chose auquel je pense un argument qui n'est pas tout à fait, enfin qui n'est pas convaincant du tout pour moi, c'est de dire que tous les professionnels sont satisfaits de la loi de 1881. Ben moi, je passe mon temps à rencontrer des professionnels de la liberté d'expression qui ne sont pas satisfaits avec ce régime juridique. Ce sont des procureurs et ce sont des enquêteurs. J'étais hier à la brigade de répression de la délinquance contre les personnes, la BRDP, qui est l'enquêteur de la 17e, véritablement. Service hyper spécialisé, d'une compétence bluffante, vraiment bluffante, et d'une connaissance, je dirais, de toute la masse des sujets, de l'Internet, des galaxies d'extrême droite, d'extrême gauche, des négationnistes, qui est absolument stupéfiant. Donc j'ai rencontré des gens vraiment de très grand talent. Eux, ils ne sont pas satisfaits de la loi de 1880. Pour des policiers, ce n'est pas étonnant. Oui, mais enfin, il faut quand même tenir compte aussi de ceux-là qui sont des praticiens du droit également. Et puis des parquetiers, lorsque Christiane Taubira les avait réunis au mois de mai à la Cour d'appel de Paris, tous ont dit, les référents racisme et antisémitisme et discrimination des parquets, tous ont dit c'est extrêmement difficile. Le procureur de Paris, François Molins, a dit c'est une technicité redoutable, j'ai une équipe qui connaît très très bien les sujets et qui les maîtrise, mais je conçois que pour d'autres c'est beaucoup plus difficile. Et effectivement, les parquetiers de province ont tous dit nous ne savons pas faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend un plan de formation qui ne viendra jamais, ou bien on tient compte d'une réalité, mais toute simple, dans la procédure, qui me paraît, là pour le coup, un problème réel, qui est qu'on est lié par la qualification initiale. Voilà. Donc je crois que le sujet est principalement celui-ci. Si je réduis la portée du sujet au plan technique, le problème c'est principalement ça. Et c'est ce qui fait qu'en pratique, et beaucoup me l'ont dit, et pas seulement en province, aussi à Paris, lorsqu'il y a une infraction à caractère raciste avec d'autres infractions associées, eh ben, on laisse tomber la dimension raciste et on poursuit sur le reste. Oui, c'est très bien, il y a une sanction, mais quel est le sens qu'on donne à cette sanction? C'est même pas qu'on donne à cette sanction le sens de je vous condamne pour des faits que vous avez commis et puis d'autres ne le sont pas. Non, c'est pire que ça. On dénie à la victime le fait qu'elle a été agressée pour un fait de racisme. C'est pas intentionnel. C'est pour le procureur, pour le parquetier, c'est une question pratique. Mais pour la victime, c'est pas une question pratique. C'est un problème de reconnaissance de sa souffrance.
Donc il y a quelque chose qui est grave là, et auquel il faut remédier. Donc voilà les points qui, pour moi, sont des points essentiels sur lesquels il faut travailler. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que cela résoudra le problème. Encore une fois, je l'ai dit, on a beaucoup d'autres sujets à traiter. En termes de prise de conscience, je vais vous raconter une anecdote. Moi, il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est qu'on dise que les mots n'ont pas de conséquences dans la vraie vie. En fait, le délit d'opinion à l'état pur, c'est de considérer que ce qui se dit est complètement séparé des actes. Alors ça, c'est un raisonnement que les grandes plateformes de l'Internet, avec lesquelles je discute souvent, me tiennent volontiers. Très dans une logique premier amendement américain, la liberté d'expression, vous comprenez, les Américains ne pensent pas comme nous. Enfin, ça, ce sont les représentants français qui disent ça. On est embêtés, mais c'est comme ça. Bon. Alors, ils tiennent ce raisonnement à peu près tout le temps, jusqu'au jour où, par exemple, un soir très tard, toutes affaires cessantes, le responsable de l'un d'entre eux essaye de me joindre pour me dire, dis donc, on a entendu le procureur de Paris dire à la télévision que l'apprenti terroriste du Thalys, juste avant de monter dans le train, avait consulté une vidéo qui se trouvait sur notre site. Est-ce que par hasard, appelant au djihad et à la lutte armée, est-ce que par hasard, vous ne sauriez pas quelle est cette vidéo? Je dis, cher monsieur, ce serait plutôt à vous de me dire laquelle et d'aider les enquêteurs. Donc là, le lien possible entre les paroles et les actes, entre les appels à la haine et les actes, là, ce coup-ci, il a été vu. Et de la même façon, j'avais interpellé une autre plateforme qui avait laissé sur son réseau social, depuis 4 mois, un appel de 2 djihadistes français à faire le djihad par tous les moyens, pas seulement en Syrie et en Irak, mais également en Europe et en France. Je cite, par exemple, poser une bombe dans le Paris-Bruxelles. Cette vidéo a été vue 2 millions de fois au moment où je l'ai signalée. La réponse de la plateforme, formidable. C'était « Ah oui, mais ça a été mis en ligne par un député italien pour dénoncer l'apologie du terrorisme. Donc on a considéré que c'était un message de contre-propagande. Par conséquent, la contre-propagande, n'est-ce pas, c'est très bien et c'est pas illégal. » Je pense que là aussi, c'était un mois avant le Thalys. J'ai dit, vous vous doutez bien que votre responsabilité pourrait être engagée dans un cas comme ça. Ça tombe bien, la vidéo a été retirée après mon message. Mais enfin, c'était pas gagné. Je crois que ça, si on n'a pas conscience de ça aujourd'hui, on n'est pas sur un pied d'égalité dans la lutte contre le terrorisme. Parce que pour les terroristes aujourd'hui, l'usage d'Internet n'est pas l'une des voies de leur, non pas de leur propagande, mais de leur action. Les appels à la haine passent par Internet. Le lieu de radicalisation privilégié maintenant, après les prisons et les mosquées, c'est Internet. Donc c'est là que ça passe. Ça, c'est pour l'antiterrorisme, c'est pour l'appel à la haine. Mais faut-il dire pour le racisme et l'antisémitisme que c'est le même problème en mode dégradé? Je ne le pense pas. Il y a évidemment, avec une différence de degré, une différence de nature. Mais néanmoins, il y a un climat. Il y a un climat qui se crée, il y a un terreau. Ce terreau, c'est la banalisation de la haine, c'est la protection de l'anonymat. Là aussi, c'est très difficile de travailler avec les opérateurs d'Internet parce que quand bien même on en convaincrait 4, les principaux, les plus institutionnels, on sait qu'il y en a plein d'autres derrière qui, en vous jurant la main sur le cœur qu'ils vous protégeront, qu'ils protégeront votre liberté d'expression et vos données personnelles contre les censeurs, les Big Brother, les gouvernements, la NSA, la DGSI et que sais-je encore, eh bien en réalité, ceux-là offriront une base et un sanctuaire à un certain nombre de négationnistes, de propagateurs de haine et d'apprentis terroristes, voire de terroristes confirmés. Voilà, c'est de cela que moi je pars aujourd'hui quand j'analyse le problème. J'entends bien et je respecte tout à fait l'idée qu'il faut préserver le corps de la loi de 1881, c'est essentiel, parce qu'effectivement, ce n'est pas par des lois d'exception ou des lois de circonstance que nous réglerons, que nous attaquerons solidement, sur des bases solides, le sujet de la haine raciste en particulier, et de toute autre forme de haine. Néanmoins, il faut pouvoir regarder de façon pragmatique, de façon balancée, ce qui aujourd'hui fait difficulté dans cette loi et l'en extraire. Et je voudrais rassurer Alain Jakubowicz, je sais que j'y arriverai pas complètement, cette loi, cette perspective est bien toujours à l'ordre du jour dans le cadre d'un projet de loi de procédure pénale dont le principe a été acté par le Premier ministre. Merci.